donc dans quelques appartements de Tokyo, par exemple, se trouve un ensemble de 6 panneaux de papier de riz, utilisés pour diviser une pièce. Tokyo est une ville où la qualité de l'air s'est dégradée de manière alarmante durant ces dernières années. Aussi, de la suie s'est-elle déposée sur le toit, et un beau jour, alors que l'appartement est inoccupé, une fuite se produit de telle sorte que des taches et des éclaboussures d'eau sale imprègnent les panneaux et forment différents motifs irréguliers. Le nouveau propriétaire, un esthète, est horrifié par ce spectacle sordide. Il demande qu'on enlève les panneaux souillés et qu'on les remplace par de beaux panneaux propres, afin que l'endroit soit habitable. C'est alors qu'il apprend qu'une pièce rare, un paravent composé de 6 panneaux et réalisé par l'un des grands maîtres, vient d'arriver sur le marché de l'art. Il ferait merveille dans son appartement, et en outre c'est une occasion qui ne se représentera plus. L'esthète l'achète donc et l'installe. Il est d'un effet saisissant. Il est vrai qu'on peut y trouver exactement la même distribution de gris et de noir qui avait défiguré les panneaux purement utilitaires. Pour nos besoins, nous pouvons aller jusqu'à postuler que les deux ensembles sont totalement superposables. Et pourtant, ces noircissures-ci sont des montagnes, et ces taches grises-là sont des nuages. Les fines éclaboussures sur le panneau le plus à droite sont une représentation symbolique de la pluie se fondant doucement dans la brume. La strie irrégulière, là-bas, est un dragon qui monte, se confondant tour à tour avec les montagnes et les nuages. Il poursuit sa voie mystérieuse, sa voie à travers l'univers illimité et délicatement articulé vers la destinée, quelle qu'elle soit, qui est la sienne et la nôtre aussi. C'est une œuvre philosophique, dense et profonde, pleine de mystère et de beauté. Elle nous incite à la méditation et nous transfigure par sa force, bien que sa réplique indiscernable ne provoque à juste titre que le dégoût. Notre esthète passe des heures entières abîmées dans la contemplation de cette merveille d'une richesse inépuisable, se rappelant parfois avec horreur l'abomination dont elle a pris la place. Les panneaux souillés étaient sans mystère, ne possédaient aucune profondeur et étaient totalement dépourvus de beauté. On pourrait objecter que l'exemple n'est pas équitable. Admettons donc que l'artiste J ait eu un sosie japonais, un défenseur de la variante orientale de l'art brut. En réaction à la maudite préciosité de la tradition féodale décadente, il nous montre 6 panneaux de papier de riz sale, aussi offensant à la vue que le serait de la fiente d'oiseaux sur une de ces jeunes filles visitées par des anges que le guide avait l'habitude de peindre. Ces panneaux ne prétendent pas être autre chose que ce qu'ils sont, quelques bandes de papier de riz souillé. Sont-ils beaux, mystérieux, dotés d'une signification cosmique? Possèdent-ils de la profondeur? J'ignore quelles peuvent être leurs qualités esthétiques, car leur description n'est pas assez détaillée, et la petite reproduction que j'ai pu en voir dans Art International ne permet pas d'avancer grand-chose à leur propos. Je sais que je ne réagis pas de la même manière que devant le grand paravent. Les connaisseurs parleront sans doute d'une œuvre sordide, sans que ce terme soit d'ailleurs nécessairement une expression de dégoût ou même de désapprobation esthétique. En effet, je suis certain que la logique de l'utilisation de cette expression n'est pas la même selon qu'on l'applique en tant que prédicat artistique, qualifiant une œuvre d'art, ou qu'on l'utilise comme prédicat esthétique pour caractériser un simple objet sordide. Et les réactions seront également très différentes. À ce stade de l'analyse, je peux seulement indiquer que cette différence existe. Il me faut remettre son analyse à plus tard, lorsque nous serons mieux à même de comprendre la sémantique du langage de l'appréciation artistique. En tout cas, lorsque je dis que l'objet en question n'a pas été suffisamment décrit, j'entends par là qu'il faut prendre un certain nombre de décisions pour pouvoir déterminer son identité artistique, décisions qui sont hors de propos dans le cas de la réplique qui lui est perceptuellement superposable, c'est-à-dire les 6 panneaux souillés qui ont été mis au rebut depuis longtemps. Cela dit, il n'est pas déplaisant d'avoir montré que quelles que soient les divisions entre l'Est et l'Ouest, on peut se poser les mêmes questions d'esthétique philosophique à propos des deux traditions. Dans les exemples que j'ai construits, tous les membres d'une série donnée ont une sorte de dénominateur commun, une base pour ainsi dire, qui supporte les diverses superstructures, mais en les sous-déterminant, en opposition à la thèse marxiste. On pourrait penser que ce qu'ils ont en commun, c'est simplement tout ce qui coïncide avec le simple objet réel.
Depuis le début de ce livre, je soutiens qu'on ne saurait réduire une œuvre d'art à son support matériel, ni l'identifier à lui, car dans ce cas, il serait ce qu'est le simple objet. Un carré de toile peint en rouge, quelques feuilles de papier de riz, sales. J'ai proposé au contraire de soustraire cet objet matériel, quel qu'il soit, de l'œuvre, afin de voir ce qui subsisterait, supposant que c'est là qu'on pourrait trouver l'essence de l'art. Dans nos exemples, chaque œuvre semblait former une entité complexe, avec le carré rouge par exemple, comme une partie à part et facilement interchangeable. Nos séries ont ainsi pu faire penser à une situation dans laquelle plusieurs âmes se partageraient un seul et même corps. Mais voici que se profilent les premières ombres d'un ensemble de questions qui s'amplifieront à mesure que notre analyse progressera et qui assombrissent en quelque sorte la méthode de la soustraction chère à Wittgenstein. Est-ce que toutes les parties et propriétés de ce support, ainsi que les qualités sensibles qui restent constantes lors du passage de l'état d'objet à celui d'œuvre d'art, ou d'une œuvre d'art à une autre, appartiennent effectivement à l'œuvre elle-même? Et si tel n'est pas le cas, pouvons-nous encore dire que l'œuvre contient son support matériel, avec toutes ses propriétés et parties? Si la réponse est négative, il n'est pas étonnant que la base sous-détermine l'ensemble des œuvres dont elle semble être le dénominateur commun. Car si c'est l'œuvre qui détermine quelles sont les parties et les propriétés des supports qui lui appartiennent, on peut imaginer des œuvres qui n'ont aucune partie ou propriété matérielle en commun, alors même que leur photographie se ressemble à tout point de vue, ou dont la similitude est telle qu'aucun examen fondé sur des critères perceptifs ne pourrait les distinguer. La complexité des œuvres d'art rend donc la formule de la soustraction pratiquement inutilisable, puisqu'aussi longtemps que l'œuvre n'a pas été identifiée, on ne peut savoir ce qu'il faut soustraire. Examinons un cas assez simple. Dans le centre de conférence d'Arden House à l'Université Columbia, on peut voir la statue en bronze d'un chat. Elle se trouve à l'étage et domine la cage d'escalier qui descend vers une salle commune. Elle a sans doute une certaine valeur, ou c'est du moins ce que pensent les administrateurs, puisqu'ils l'ont enchaînée à la rampe, pour empêcher qu'elle ne soit volée, je suppose, comme s'il s'agissait d'un poste de télévision dans quelques motels crasseux. Telle est, je pense, l'interprétation la plus plausible. Cependant, je suis prêt à accepter l'hypothèse qu'il ne s'agit pas de la sculpture enchaînée d'un chat, mais de la sculpture d'un chat enchaîné, un bout de la chaîne étant astucieusement attaché à un fragment de réalité. N'avons-nous pas cherché une chaîne allant de l'art à la réalité? Il se pourrait aussi que ce que nous prenons pour un bout de réalité fasse en fait partie de l'œuvre, qui serait alors une sculpture d'un chat enchaîné à une rampe en fer. Évidemment, dès lors que nous admettons que la rampe fait partie de l'œuvre, on peut se demander où l'œuvre s'arrêtera. Elle risque de devenir un trou de sable métaphysique, engloutissant l'univers entier. Quoi qu'il en soit, admettons que nous ayons un chat avec une chaîne. Que faut-il soustraire pour autant qu'on puisse soustraire quelque chose? La chaîne fait-elle partie de l'œuvre? Et les égratignures, est-ce qu'elles défigurent l'œuvre ou est-ce qu'elles en font partie? Les métaphysiciens ont étudié les raisons pour lesquelles un objet enchaîné forme en fait deux objets et non un seul, supposant fort justement que, avant de pouvoir construire une ontologie fondamentale, il faut savoir où tracer les lignes de partage entre objets. Notre intuition nous dit qu'il y a deux objets et que la frontière se situe là où le sens commun la place. Mais quelle que puisse être la conclusion de cette épineuse discussion, toutes les règles établies pour les objets réels ne sont plus pertinentes dès lors qu'il s'agit d'œuvres d'art. Le chat et la chaîne peuvent fort bien être une seule et même œuvre d'art, même s'il existe à l'extérieur de l'art comme des objets distincts. Il s'agit d'un problème qui n'est pas purement imaginaire. Dans une exposition du musée d'art moderne en juin 1979, consacrée à la sculpture contemporaine, Richard Serra exposa une pièce intitulée Corner Piece, pièce d'angle. Elle consistait pour l'essentiel en une barre de métal verticale placée en face de deux cloisons, de telle sorte qu'elle était l'hypoténuse du triangle qu'elle formait avec elle. Elle était posée sur une plaque en plomb. On l'avait installée au centre d'une grande salle et on avait spécialement construit deux cloisons qui formaient un angle à l'intérieur duquel elle était érigée. La question qui se posait au spectateur était de savoir si l'angle faisait lui aussi partie du corner piece, ou le futur propriétaire était-il censé fournir son propre angle, comme on doit disposer d'un mur si l'on veut accrocher une toile. Qu'est-ce qu'on achète en achetant corner piece? En fait, comme dans le cas d'une tarte congelée, il faut lire l'étiquette si l'on veut savoir ce que l'œuvre d'art contient.
En l'occurrence, l'inscription dit « plaque en plomb et plomb enveloppant un noyau en acier ». Ainsi informés, nous détournons notre attention de l'angle factice que le musée a construit pour son acquisition, qui lui est si chère. Dans certains tableaux de Tintoret, la toile grossière est si apparente, c'était un peintre pressé et expéditif, que lorsqu'on les voit à la distance qui est usuelle dans les musées, on ne peut pas ne pas la voir ou la faire disparaître pour se concentrer uniquement sur la multiplication des pains et des poissons. Doit-on ne pas tenir compte de la toile? Je pense que c'est ce qu'on doit faire, mais il ne faudrait pas répondre trop à la légère. Il suffit de penser au bord inférieur du martyre de Sainte Pétronille. J'ai vu des tableaux de Joseph Stefanelli qui fait partie de la seconde génération des expressionnistes abstraits, où la toile est censée respirer à travers la peinture. Elle n'est pas seulement destinée à servir de support à la couleur, mais se bat, pour ainsi dire, contre cette dernière pour affirmer sa propre identité et gagner ainsi une espèce de Lebensraum, espace vital, artistique. Elle fait donc partie de l'œuvre, et cela vaut même pour les plages de toile qui ne réussissent pas à percer à travers la peinture. Dans un moment, j'aborderai l'aspect logique de cette question, mais pour l'instant, et pour en rester au niveau d'une devise, je dirais qu'il faut toujours au préalable décider ce qu'est une œuvre donnée pour savoir ce qu'il faut en soustraire. Un autre problème se pose parfois, celui de savoir si nous sommes en face d'une seule œuvre ou de plusieurs que nous avons prises par erreur pour une seule. Dans l'exposition où Serra montrait Corner Piece, on pouvait aussi voir deux œuvres de la talentueuse Eva Hayes. Elles étaient placées toutes les deux dans une même alcôve. L'une consistait en un ensemble de cylindres irréguliers réalisés en fibre de verre et disposés sur le sol de l'alcôve, formant une sorte d'assemblée. L'autre consistait en un genre de fil de fer incurvé qui allait du sol au mur en décrivant une courbe d'un effet surprenant. Des bouts d'un matériau non identifiable y étaient attachés à des intervalles apparemment aléatoires. En jetant un coup d'œil dans l'alcôve, je découvris ce qui me semblait être une seule œuvre comportant deux composantes, plutôt que deux œuvres distinctes exposées ensemble à la suite d'une décision du conservateur de l'exposition. S'il s'était agi d'une œuvre unique, il y aurait eu un contraste éclatant entre la courbe ascendante et le troupeau de cylindroïdes hébétés par terre. Cela aurait presque pu être une allégorie politique. En fait, si contraste il y avait, c'était entre les deux œuvres. Piccolo tout réalisé en toile métallique, enduite de caoutchouc, et Répétition 19 réalisé en fibre de verre. Le problème n'est d'ailleurs pas limité à l'art de l'extrême avant-garde contemporaine. Dans l'église Santa Maria del Popolo à Rome, on peut voir une peinture qui représente un saint levant les yeux au ciel, dans ce qui semble être une sorte d'extase baroque exagérée, préférant tout ce qui est sec. Nous sommes révoltés par une telle attitude extatique, ceci d'autant plus que le personnage a les mains jointes. C'est aussi écœurant que du Carlo Dolci. Mais Léo Steinberg a complètement transformé la situation en découvrant que la peinture n'est qu'un fragment de la décoration de la chapelle. Au plafond était peint un miracle, représentation entre-temps disparue, que le saint était censé contempler. Donc nous avions en face de nous un fragment d'œuvre, et non une œuvre indépendante, et par conséquent nous l'avions mal jugée. La relation liant l'œuvre à son substrat matériel est aussi complexe que celle qui lie l'esprit au corps, en se fondant sur la distinction de Strawson entre les prédicats P et les prédicats M. On pourrait dire qu'il existe d'une part les propriétés de l'œuvre artistique, exemplifiant des prédicats A, et d'autre part les propriétés du simple objet visuellement indiscernable de l'œuvre, et qui exemplifie les prédicats O. La question qui se pose est de savoir lesquels, parmi les prédicats O, sont également des prédicats A. Dans le cas d'un ensemble composé de toute une série d'œuvres indiscernables, la réponse peut d'ailleurs varier d'un item à l'autre. Ainsi, le prédicat est enchaîné, peut être vrai pour l'objet, c'est-à-dire le bronze façonné, sans être vrai pour le chat. Et lorsqu'il est vrai pour le chat, son statut logique, nous allons le voir, n'est pas le même que lorsqu'il est vrai pour l'objet. Par ailleurs, le prédicat au sujet de quelque chose enchaîné est vrai pour l'œuvre, mais non pas pour le sujet de l'œuvre et certainement pas pour sa réplique matérielle. La distinction entre œuvre d'art et simple objet réel réapparaît ainsi sous la forme de la distinction entre le langage à l'aide duquel on décrit les œuvres et celui qui sert à décrire les simples objets.
Aussi longtemps qu'on n'a pas constitué l'œuvre au sens des phénoménologues, on ne sait pas à quoi on réagit esthétiquement, et donc on ne sait ni si l'objet est adéquat, ni si la réaction l'est. Continuons à admettre que le simple objet dont certaines parties et propriétés appartiennent aux œuvres d'art, qui constituent les autres entités d'une série indiscernable, est la réplique matérielle de n'importe laquelle de ces œuvres. Il ne suffit pas de dire que c'est l'œuvre elle-même qui détermine quels éléments de la réplique matérielle doivent être soustraits. Dans le cas en question, les œuvres possèdent des propriétés qui n'appartiennent pas à leur réplique matérielle. Ainsi, dans notre exemple des carrés rouges, si Nirvana possède de la profondeur, il n'en est rien pour le simple carré de toile peint en rouge, ou alors le sens du terme sera aussi différent que peut l'être l'emploi métaphorique d'un prédicat comparé à son emploi littéral. C'est en fin de compte pour des raisons de ce genre que j'hésite à accepter les entités de Cohen comme des contre-exemples à la thèse de Dickey, selon laquelle une œuvre d'art est un candidat à l'appréciation. Sans doute en tant que simple objet, des punaises n'ont guère de qualité esthétique, mais qu'en est-il dès lors qu'il s'agit d'œuvres d'art? Supposons qu'il existe une œuvre dont la réplique matérielle soit une simple punaise. Comme nous allons le voir, elle aura une structure qu'il serait erroné d'attribuer à des punaises. Bien entendu, aussi longtemps que je n'aurai pas constitué l'œuvre, ce qui peut nécessiter de sérieuses recherches dans le domaine de l'histoire et de la philosophie de l'art, je ne peux rien affirmer. Je ne vais pas dire ici quelle serait ma réaction à une telle œuvre. Bien que les punaises soient des objets qui me sont familiers, je n'ai encore jamais vu d'œuvre d'art dont la réplique matérielle en soit une. Il est fort possible qu'une œuvre dont la réplique matérielle consiste en 3 punaises possède en fait des significations abyssales, auxquelles la seule réaction esthétique appropriée serait un frisson religieux et cosmique.